3 dispositions. D'abord, des dispositions de prévention que j'ai indiquées dans la déclaration liminaire, qui consiste à entretenir et à maintenir les ouvrages avant la saison des pluies. Cela a été fait par le curage des canalisations, par le faucordage des bassins et des lacs, et par leur désherbage aussi, par des travaux confortatifs sur certains ouvrages et par de nouveaux chantiers qui ont été ouverts. À titre d'exemple de ces nouveaux chantiers, je donne les travaux qui sont en train d'être effectués sur la RN1, la route nationale numéro 1, au niveau du kilomètre 14, où il y a l'APIX qui est en train de faire une canalisation et de traverser la chaussée pour pouvoir drainer les eaux vers la mer. Ou bien toujours sur la RN1, au niveau de Patissène, où il y a l'AGEROUTE qui est en train de faire des travaux que vous visitez, sur une canalisation de 1500 mètres, et de faire une traversée de la route nationale pour que les eaux de la de la forêt de Mbao puissent se déverser en prenant le canal de la zone franche industrielle. Donc, disposition de prévention, disposition d'intervention en cas de survenue d'inondation. Parce qu'il n'y a aucun pays du monde où on peut dire dans l'absolu et pour toujours, dans toutes les zones, il n'y aura pas d'inondation. Donc, on prend des dispositions pour qu'il n'y ait pas d'inondation, c'est les dispositions de prévention, et on prend les dispositions en cas de survenue d'inondation. En cas de survenue d'inondation, je l'ai indiqué dans la déclaration liminaire aussi, nous avons renforcé les capacités de pompage. Où cette année, par un programme spécial, il y a eu l'acquisition de 125 motopompes et électropompes pour la Brigade nationale des sapeurs-pompiers et pour les forces armées. Sans compter les 12 motopompes et électropompes de grande capacité, 1000 m3/h, qui ont été acquises pour l'Office national d'assainissement. Maintenant, troisième type de disposition d'assistance aux populations qui seraient touchées par les inondations. Une question aussi a été posée sur les pénuries d'eau notées. Sans indiquer, bien sûr, je n'ai pas noté où. Je voudrais vraiment indiquer qu'il n'y a pas de pénurie d'eau. La mise en œuvre de la troisième usine de Keur Momar Sarr numéro 3 a amélioré notablement la disponibilité de l'eau dans plusieurs quartiers de Dakar, mais surtout dans la banlieue. Il y a des quartiers de Dakar où l'eau n'était disponible qu'entre 2 h du matin et 6 h du matin. Dès qu'on a mis en œuvre un service KMS 3 en avril 2021, nous avons fait des reportages avec des vidéos disponibles de populations dans des zones, par exemple, comme Grand Yoff ou ailleurs, qui disent que maintenant, elles ont de l'eau 24 h sur 24. Donc, maintenant, il y a des situations où il y a tous les jours des interruptions de l'alimentation en eau. Soit pour un jour ou pour quelques heures. Parce que l'eau vient du lac de Guiers, 50 km. S'il y a une fuite, pour réparer une conduite d'eau, il faut arrêter l'alimentation en eau. Il y a des fuites d'eau aussi quelquefois à Dakar, parce que ce sont des ouvrages qui tombent en panne. Les communiqués sont faits pour avertir les populations. Si le temps de réparation prend 6 heures de temps, bon, pendant 6 heures de temps, il faut d'abord, il y a le temps pour couper l'alimentation, pour vider les conduites, déposer les conduites, les remplacer et remettre en eau. Donc, il y a des interruptions. Maintenant, je dois aussi avouer
que KMS 3 n'a pas touché tous les quartiers de Dakar, par exemple. Il y a des quartiers qui sont dans la zone d'influence du réservoir des Mamelles. C'est Mermoz, c'est Wakam, c'est Ngor, Yoff, c'est Komiko, Cité Montagne, et ainsi de suite. Ces quartiers connaissent des difficultés d'alimentation en eau parce que le projet qui devait les prendre en charge, c'est l'usine de dessalement. Usine de dessalement qui a connu un retard de mise en œuvre parce que l'appel d'offres, le premier appel d'offres a été infructueux et avait été relancé. Mais sinon, partout ailleurs, l'alimentation en eau s'est notablement améliorée, sauf maintenant les cas d'interruption de l'alimentation qui sont dus soit à des fuites, soit à des travaux. Je cite l'exemple du pont qui est en train d'être fait à Cambérène, l'autopont de Cambérène, dont les travaux ont démarré. Les travaux de cet autopont demandaient qu'il y ait une conduite de la SONES qui soit dévoyée. Donc il faut déposer cette conduite-là, dévoyer le circuit. Pendant la dépose de la conduite et son dévoiement, nécessairement la zone d'influence de cette conduite va connaître des difficultés, mais chaque fois les informations sont données. Maintenant, pour ce qui est du milieu rural, on a un très bon taux de disponibilité de l'eau. Sur 2100 forages à peu près qui existent en milieu rural, chaque lundi, on fait le point sur le nombre de forages qui est en panne. Et en général, le nombre varie selon les semaines entre 75 et 95. Si vous le rapportez au nombre de forages, vous vous rendez compte que le taux de disponibilité est extrêmement important. Mais en milieu rural, ce que nous avons, c'est un problème de sécurité de l'accès à l'eau. Parce qu'on n'a pas un réseau maillé avec plusieurs sources d'eau. Un village dont le forage tombe en panne est un village qui du jour au lendemain n'a plus d'eau parce que les gens n'ont pas entretenu les puits qui existaient. Et l'autre problème aussi qu'il y a, il faut relativiser, c'est que la gestion de l'eau en milieu rural a été déléguée pour la plupart aux associations d'usagers des forages ruraux. C'est une gestion communautaire où l'État construit le forage et les ASUFOR sont chargés de facturer l'eau aux usagers et sur ces recettes ont la responsabilité d'entretenir le forage. Donc c'est ça le plan de gestion. Maintenant, sauf là où on a commencé la professionnalisation avec des délégataires de services publics. Il arrive souvent que l'État intervienne pour dépanner des forages, mais le dépannage devait être de la responsabilité de l'ASUFOR qui encaisse les fonds et qui devait s'occuper soit de payer les factures d'électricité, de payer le carburant quand le forage fonctionne par groupe électrogène, ou bien de remplacer la pompe du forage. Maintenant, le Sénégal est un pays cité en exemple en Afrique subsaharienne pour ses succès dans le domaine de l'alimentation en eau, où on a un taux d'accès à l'eau de 98,8% en milieu urbain et de 96,5% en milieu rural. Maintenant, il y a toujours des efforts à faire, comme je l'ai dit. Merci Awa Diallo pour votre question. En ce qui concerne les travaux à Keur Massar, le fait que les travaux ne soient pas terminés, oui, on savait que les travaux ne pouvaient pas être terminés. Parce que quand vous lancez un appel d'offres, vous faites des travaux, c'est des travaux en général qui se déroulent sur 18 mois. Les travaux de l'année dernière, les entreprises s'étaient engagées à les faire sur 18 mois. Donc les travaux qui étaient de la phase d'urgence de 2021 sont terminés. Et ces travaux qui sont terminés ont permis d'améliorer, d'avoir les résultats suivants. Les quartiers de cité municipale, Mamdior, Aïnoumadi, Darou Rahman, Santé Yalla, Cité Santé ont été épargnés des inondations et la situation s'est améliorée. Grâce aux canalisations primaires et secondaires qui ont été faites. Sur Keur Massar, l'année dernière, il y avait un marché en cours d'exécution de 15 milliards. Les travaux étaient terminés, sauf un tronçon de 250 mètres qui avait causé des difficultés l'année dernière, mais ce tronçon a terminé cette année. Et nous avons
l'ADM qui a en charge ces travaux a fait 2 avenants avec les entreprises pour faire maintenant les réseaux secondaires dans les quartiers et paver certaines rues, ce qui permet de collecter mieux l'eau. Maintenant, autre résultat des travaux à Keur Massar, les distances entre les points de pompage et les exutoires, qui sont les déversoirs des eaux, ces distances ont été notablement diminuées, ce qui permet à la BNSP de pomper et d'évacuer les eaux plus facilement. Et c'est notamment dans la zone de Camibas et de Diakhaï. Autre résultat de ces actions, le nombre de jours de stagnation des eaux de pluie a aussi diminué au niveau de Keur Massar. Pour l'année 2022, nous avons, avec toujours l'ADM, signé un autre contrat pour le drainage des eaux de pluie au niveau du bassin versant de Mbebes. Il y a 2 bassins versants à Keur Massar. Il y a l'eau qui s'écoule gravitairement pour aller vers la forêt de Mbao. Il y a l'eau qui s'écoule pour aller vers les lacs du Nord, notamment vers la zone de Mbebes. Pour cette zone-là, un marché de 11 milliards a été signé avec une entreprise. L'entreprise a démarré les travaux. Bien sûr, les travaux qui ont démarré depuis 2 mois, parce qu'il fallait lancer les procédures d'appel d'offres, ça ne peut pas être terminé pour l'hivernage là. Et ces travaux pourront avoir des impacts sur Garage El Hadj Pathé, Santé Yalla, zone Camibas, UCAD 2, Taoufekh, Medina Kell 2. Et maintenant, pour les travaux financés dans le cadre du projet 2, c'est un financement de l'État du Sénégal avec un crédit de la Banque mondiale. C'est sur ces travaux-là qu'il y a le marché de 11 milliards. Ça va impacter les unités 3 et 9 des parcelles assainies de Diakhaï pour le bassin versant de Mbao et les unités 11 à 15 des HLM. Mais là, les travaux ne seront pas terminés pour cet hivernage. L'entreprise va mettre en œuvre des mesures conservatoires pour cela. Maintenant, on a parlé du BRT, Jacob Bamba, BRT. Est-ce qu'on ne devrait pas prévoir des problèmes de mobilité, des problèmes d'assainissement? Je pense que partout dans le monde, quand on fait des travaux routiers, quand on construit des ponts, il y a des déviations, ça cause des désengorgements pendant le chantier pour ceux qui se déplacent, partout dans le monde. Au niveau des ménages même, quand dans votre maison vous faites des travaux de modification, vous avez des désagréments, voilà, c'est sale, vous devez nettoyer tous les jours. Donc ça, c'est le lot de ces travaux-là. Mais des dispositions sont prises pour amoindrir ces désagréments pour les populations avec des voies de déviation. Maintenant, pourquoi on n'a pas déclenché le plan Orsec? Le plan Orsec, comme son nom l'indique, c'est un plan d'organisation des secours. Le plan Orsec n'est déclenché que quand le dispositif habituel de gestion des inondations est dépassé par une situation de crise où on a des pluies exceptionnelles, où en ce moment-là, l'État peut réquisitionner tous les moyens publics et privés disponibles pour secourir les populations. Aujourd'hui, il n'y a pas de situation où on va secourir les populations qui sont sous les eaux. Pour bien comprendre donc ce que c'est le plan Orsec. Koumba Sandiane Faye sur l'audit du plan décennal de gestion des inondations, montants dépensés. Les montants dépensés ont été indiqués l'année dernière. Et je voudrais dire que vraiment, je pensais qu'il ne pourrait plus y avoir de débat sur le plan décennal de gestion des inondations. Parce qu'un débat a été soulevé en 2020 sur cela. L'Assemblée nationale a fait une mission d'information qui a parcouru, mission qui comprenait la majorité, l'opposition et les non-alignés. Et qui a parcouru toutes les régions du Sénégal. Et qui a produit un rapport avec des images, des ouvrages qui ont été réalisés. Et nulle part dans le rapport de la mission d'information parlementaire, il n'a été indiqué que un ouvrage que le gouvernement a indiqué n'a pas été vu sur le terrain. Tous les ouvrages et le rapport donné par le gouvernement, la mission n'a indiqué nulle part qu'un ouvrage n'a pas été vu sur le terrain. Mais je précise maintenant que là où c'est difficile pour l'assainissement, c'est que l'assainissement est enterré
c'est des ouvrages qui sont enterrés pour évacuer les eaux. Ceux qui sont en train de voir actuellement les travaux du BRT, n'est-ce pas que vous voyez des canalisations avec du béton armé? Quand le BRT sera terminé, mais on va enterrer ces canalisations avec du sable, on va mettre du bitume, personne ne va les voir. Quelqu'un qui vient dans 5 ans va dire où sont passés l'assainissement du BRT. C'est ça le propre de la lutte contre les inondations. Mais je voudrais vraiment que peut-être les médias puissent faire un reportage sur le volet assainissement des travaux du BRT. Je suis passé il y a 2 jours à côté de la RTS. On voit bien qu'il y a une canalisation qui est en train de faire pour faire évacuer les eaux pluviales. Je pense que ce sont les questions. Oui, quelle est la stratégie pour faire face à un hivernage pluvieux dans les zones jadis sans inondation? C'est ce que j'ai indiqué. On a pris des mesures préventives. C'est Marcel Farbe-Maron qui a posé cette question de TFM. Effectivement, on prévoit un hivernage extrêmement pluvieux avec des pluies extrêmes. Je voudrais dire que, comme on le constate partout, il y a un retour plus rapide des aléas. L'aléa climatique s'est installé partout dans le monde. Ce qui aboutit dans des zones, dans des pays à climat froid, où on a des pointes de température, vous le notez, je pense en France la semaine dernière, où il y a eu des températures de 42 degrés, et dans des pays là où on a des pluies qui viennent. On dimensionne des ouvrages, on ne les dimensionne pas à l'infini. Au Sénégal, nos ouvrages d'assainissement sont dimensionnés pour une pluie décennale. Ça veut dire une pluie qui a la probabilité de revenir tous les 10 ans. Il y a des pays qui ont plus de moyens, dimensionnent leur ouvrage d'assainissement pour une pluie cinquantennale qui peut revenir tous les 50 ans. Il y a d'autres qui ont pour une pluie centennale qui peut revenir tous les 100 ans. Mais bien sûr, ces ouvrages-là coûtent excessivement cher, plus cher. Donc nous, si nous avons des pluies extrêmes, nous avons des difficultés. Donc nous avons pris des dispositions pour prévenir, mais nous ne pouvons pas dire que si nous avons des pluies, ce que nous avons observé il y a 2 jours dans des pays de la sous-région, où il y a 200 mm, l'équivalent de quantité de pluie qui doivent tomber sur une saison, qui tombe pendant un jour, en ce moment-là, aucun ouvrage ne peut résister. Et voilà, c'est les moyens d'intervention de l'État qui viennent. Merci.